Je me suis posé la question finalement, qu'est-ce que le politologue pouvait bien pouvoir avoir à dire par rapport à ces questions d'économie résidentielle. Et puis j'ai commencé d'une part par essayer de reformuler dans mes termes la problématique de l'économie résidentielle, enfin dans mes termes, dans les termes de quelqu'un qui fait de l'analyse des politiques publiques à incidence spatiale. Donc je me suis dit qu'on pouvait éventuellement formuler la chose de cette manière-là. Vous pouvez évidemment critiquer et détruire cette définition provisoire du phénomène que je vous propose d'aborder ici. Peut-être on est d'accord pour dire que c'est quand même un ensemble d'activités économiques qui sont évidemment territorialisées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça induit des effets économiques. Ça, ce n'est pas une nouveauté depuis qu'on discute de cette question ici. Mais par contre, ça induit aussi probablement des effets sociaux, des effets culturels et des effets environnementaux qui, jusqu'à présent, ont été plutôt marginalement abordés, si ce n'est peut-être dans les dernières discussions qui viennent d'avoir lieu autour de cette dernière table ronde. Deuxième point qui me semble important, c'est que ça implique des enjeux politiques en termes de régulation, des processus à la fois de production de la richesse ou des plus-values, de captation et de distribution et de redistribution des plus-values qui sont produites par cette économie résidentielle et plus spécifiquement des flux économiques ainsi que d'autres biens et services éventuellement non marchands. Moi, je propose qu'il faut aussi intégrer dans la discussion non seulement les retombées économiques, mais évidemment aussi toutes les autres formes de biens et services éventuellement non marchands qui sont produits, distribués, redistribués, mais aussi éventuellement soustraits à un certain nombre d'acteurs par ce processus de développement de l'économie résidentielle. Et ceci, me semble-t-il, devrait aussi être discuté dans un contexte un peu plus large, qui est celui, en fait, probablement un contexte plus large, historique, qui explique l'émergence de la problématique de l'économie résidentielle, même si je ne suis pas un spécialiste de l'histoire du développement de cette question. Mais ça me semble frappant quand même de voir que ces questions autour de l'économie résidentielle se développent quand même dans un contexte d'une transformation des modalités de gestion du territoire depuis une vingtaine d'années en Europe, qui est celle de la mise en concurrence des territoires, la mise en compétition des différents types de territoires, que ce soit des agglomérations, que ce soit des territoires ruraux sous la forme de parcs naturels ou différents types de projets de développement territoriaux. Donc je vais essayer de développer ici un point de vue de politologue sur les enjeux distributifs et redistributifs des politiques de développement résidentiel, sous un angle éventuellement un peu plus spécifique. On va voir si vraiment j'arrive à le développer, la question de l'aménagement du territoire, puisque c'est effectivement à partir de ce genre d'objets que je suis rentré sur ce sujet. Donc je me suis posé un certain nombre de questions auxquelles que je vais surtout poser, en fait, et je vais esquisser quelques pistes de réponse, et évidemment, l'objectif, c'est d'avoir une discussion après là-dessus. Donc la question, c'est finalement à quelles conditions politiques, c'est-à-dire sous l'angle des enjeux distributifs et redistributifs, l'économie résidentielle peut-elle servir une stratégie de promotion économique, puisque c'est le thème de cette troisième session. Et donc, plus précisément, je me pose déjà la question, est-ce que ça existe une politique de développement résidentiel ? Alors, on l'a vu, j'avais un peu des doutes, mais les témoignages du terrain sont plutôt en faveur de plausibiliser, on va dire, je pense à l'exemple de la ville de Bulle, qu'on vient de voir avant, cette hypothèse qu'il y a quand même une stratégie de coordination dans une certaine mesure. Alors évidemment, elle ne c'est pas formulé sur ces termes-là, d'économie résidentielle, mais effectivement de croissance fondée sur l'idée d'amener des résidents dans un territoire bien particulier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une politique de développement, une stratégie de développement résidentiel ? Qui sont les acteurs ? Quels sont les modèles de causalité de cette action publique ? Quels sont les instruments qui sont à disposition des acteurs publics ? Et puis, finalement, quelles sont les cohérences ou les incohérences entre les différentes politiques publiques qui sont mobilisées pour développer cette stratégie de développement résidentiel ? Je me suis posé la question aussi des gagnants, qui sont les bénéficiaires, finalement, d'une telle stratégie. Et puis, des gens qu'on n'a pas encore entendus pour l'instant, qui sont les perdants aussi éventuels, s'ils existent, et peut-être au-delà des simples contributeurs au développement, à ces politiques de développement, mais qui sont finalement les perdants éventuels
de ces politiques. Quels sont les principaux enjeux redistributifs ou distributifs? Quels sont les mécanismes et instruments qui existent aujourd'hui pour éventuellement faire le lien entre les gagnants et les perdants et organiser cette distribution ou cette redistribution? En termes de sciences politiques et d'action publique, c'est une question absolument centrale. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont pensés comme ça ou pas? Est-ce qu'il y a des instruments qui sont manquants, qui sont les oubliés de la distribution, de la redistribution? Et puis, éventuellement, quelques enseignements. Et puis, là, je suis un peu présomptueux, mais j'ai mis des recommandations. Ça n'a pas de sens, puisque justement, je viens de vous dire que je ne suis pas très compétent pour vous donner des recommandations. Mais une petite remarque encore méthodologique, c'est évidemment très difficile de faire un tel exercice dans l'abstrait comme ça, parce que, comme on l'a vu aussi dans un certain nombre d'exposés précédents, je pense notamment à celui de M. Rumlet ce matin, les enjeux distributifs et redistributifs varient fortement selon les types de configuration territoriale, évidemment. Donc c'est difficile de faire émerger des grandes généralités qui seraient valables pour tous les types de territoires. Donc évidemment, ce que je vais dire va varier, enfin l'interprétation de que je vais dire devrait être réinterprétée en fonction du type de territoire. Je pense que les enjeux sont différents dans les territoires urbains, périurbains, ruraux, montagnes, transfrontaliers, etc. Ou encore selon les échelles considérées. Est-ce qu'on va se poser des questions sur la redistribution à des échelles intercommunales, intercantonales, voire internationales? Donc tout ça, évidemment, change, si on change le paramètre ou la focale d'analyse scalaire, évidemment qu'on va, on va totalement changer les résultats de l'analyse. Donc on peut pas, c'est difficile de faire des généralisations, mais je vais essayer quand même de faire une espèce de petite synthèse à partir d'une relecture synthétique et comparative d'études de cas auxquelles j'ai pensé, mais je ne vais pas les présenter, en 20 minutes, je n'ai pas le temps, mais sachez simplement que derrière, il y a un certain nombre d'études de cas, notamment certaines qu'on a développées ensemble dans le projet qui est en train de se terminer avec Olivier, sur les trajectoires de développement touristique. Alors, le premier exercice que j'ai essayé de faire, et je vous prie d'avance de m'excuser pour ce slide hyper chargé qui évidemment est en contradiction complète avec tous les principes pédagogiques, mais je me suis dit que je n'ai pas affaire à des étudiants qui vont me noter à la fin du cours en disant le slide du prof n'est pas bon. Donc voilà, ça c'est en fait un outil de travail que j'ai fait moi-même pour ensuite vous parler. Mais d'un autre côté, je me suis dit finalement, je l'utilise comme support aussi pour communiquer ma petite réflexion. Alors c'est une figure qui a comme objectif d'essayer de graphiquement représenter la configuration des acteurs qui peut être, qui est construite, qui résulte d'une politique de développement du résidentiel. C'est un triangle qu'on utilise dans l'analyse des politiques publiques. Je vois qu'il y a une aficionados là qui le connaît déjà. Alors, simplement, je ne vais pas aller dans le détail de la lecture de ce tableau, mais il va me permettre quand même de dire 2-3 choses, ou tirer 2-3 premiers enseignements. La première chose qu'on se pose la question quand on fait une analyse des politiques de développement spatial, c'est que bon, il y a un problème public quelque part qui est indiqué au départ. S'il y a une action publique, c'est qu'en gros il y a un problème public que l'État prétend pouvoir résoudre, à tort ou à raison, mais en tout cas il essaye de faire quelque chose. Et là, il me semble que derrière la problématique de l'économie résidentielle, il y a cette idée du risque d'un manque de développement, d'un affaiblissement du dynamisme de l'économie locale qui résulterait de la réduction de la demande régionale en termes de consommation de biens et services suite à une stagnation ou recul de la population résidente ou de la population permanente. Donc, on se dit qu'il faut faire quelque chose. On a entendu le syndic de Bulle avant, les années 80, alors qu'ils ont juste une stagnation dans une courbe qui n'arrête pas de croître, ils ont une première stagnation, ils sont inquiets. Donc, il y a une réflexion, l'action publique se met en place. Et donc, on va développer des modèles de causalité. Alors, dans une stratégie de développement résidentiel, il y a un certain nombre de politiques publiques qui préexistent, qui sont déjà là, qui vont essayées d'être mobilisées et mises en cohérence pour essayer d'atteindre, de donner une réponse à ce problème public. Moi, il me semble que, évidemment, on l'a déjà entendu souvent et à plusieurs reprises dans ces présentations précédentes, et puis la structure même du colloque montre que la liste n'est pas complètement absurde. On a évidemment les politiques d'aménagement du territoire, les politiques foncières des communes éventuellement, qui sont mobilisées. Donc là, il y a un modèle de causalité qui dit si on veut développer le résidentiel, évidemment qu'il faut mettre à disposition des terrains équipés, il faut éventuellement réhabiliter, densifier les zones déjà urbanisées, c'était aussi le cas
de bulles. Mais l'aménagement du territoire nous dit aussi, aujourd'hui, ça fait un moment qu'elle essaye de nous le dire ça, il faut réduire les zones à bâtir surdimensionnées, celles qui sont mal localisées, il faut lutter contre le mitage du territoire, il faut protéger les ressources naturelles, et puis il faut, je l'ai oublié là, mais je l'ai rajouté après, il faut un développement équilibré des régions à l'intérieur du pays. Il ne faut pas oublier cet objectif de l'aménagement du territoire, parce que la mise en concurrence des territoires et puis l'économie résidentielle comme instrument de compétition entre les territoires, il faut se poser la question si c'est compatible avec le développement équilibré des régions. Mais en tout cas, on a ces politiques publiques qui sont à disposition, et donc là, on a l'aménagement qui est mobilisé. Et les politiques de logement. Les politiques de logement nous disent qu'il faut produire des logements qui permettent de répondre à la croissance démographique, une production de logements écologiques, si possible, les écoquartiers, etc., socialement abordables, c'est-à-dire à des prix qui soient abordables pour toutes les catégories de population, et économiquement viable pour ceux qui produisent les logements. Les transports nous disent qu'il faut un accroissement de capacité de modernisation des réseaux de transport publics et privés. C'était les problématiques traitées notamment en partie précédemment par Vincent Kaufmann. Les services urbains, fourniture des biens et services généraux des services urbains, écoles, culture sociale. Je ne vais pas faire trop le détail dans la lecture, je n'ai pas le temps. L'environnement, protection des milieux, préservation du cadre de vie des habitants. Et puis finalement, la politique fiscale, qui dit qu'il faut un équilibre budgétaire des territoires institutionnels, il faut une attractivité fiscale, y compris à travers la mise en compétition, et puis malgré tout une solidarité et une péréquation financière entre les territoires. Donc, premier constat, on va dire, il y a une multitude de politiques publiques qui sont mobilisées ou qui sont à mobiliser dans une stratégie de développement résidentielle, dont les objectifs fondamentaux sectoriels sont partiellement en contradiction. L'aménagement du territoire nous dit oui, effectivement, on va mobiliser l'aménagement pour faire mobiliser les ressources foncières, mais d'un autre côté, il faut réduire l'impact sur le territoire. Quand on a vu Bulle qui évoluait dans le temps et qu'on nous a dit que c'est de la densification, oui, mais c'est aussi de l'étalement. C'était essentiellement de l'étalement. D'accord ? Donc, il y a clairement une contradiction entre une stratégie de développement résidentiel et puis un certain nombre d'objectifs de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Donc, on est là face à des situations où ce qui est intéressant, c'est de voir que des stratégies de développement résidentiel mobilisent des politiques publiques au sein desquelles il y a déjà des objectifs qu'il faudra concilier parce qu'ils sont potentiellement contradictoires. Et donc, ce n'est pas aussi évident que ça que les politiques publiques qui contribuent à l'économie résidentielle puissent être mobilisées sans contradiction entre elles. Ensuite, dans ce tableau, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces politiques publiques, elles définissent des groupes cibles, c'est-à-dire ce sont des acteurs ici qui sont mobilisés, qui sont ciblés par l'action publique afin de permettre le développement résidentiel. Alors, on a les propriétaires fonciers, les investisseurs, les développeurs, y compris les coopératives de logement, on en a vu avant, compagnies de transport public, les services industriels, les contribuables qui assument les charges de centralité, les financeurs des équipements résidentiels. Et puis ça, au bénéfice des victimes du problème public potentiel, c'est les entreprises ici, c'est tout le secteur économique, les entreprises des secteurs de construction, de génie civil, d'immobilier, les entreprises majoritairement privées, de l'ensemble des secteurs d'activités qui fournissent des biens et des services aux populations résidentes, et puis les nouveaux habitants. D'accord ? En vert, après je viendrai sur les verts et les perdants. Là. Alors, derrière ces groupes cibles, on a ici des groupes tiers. Ce sont des acteurs qui ne sont pas ciblés du tout par les politiques publiques, mais qui sont affectés négativement par cette action publique. Les propriétaires fonciers dont les terrains ne sont pas mis en zone à bâtir. On a eu un exemple encore juste avant de problématiques politiques. Monsieur Menou nous expliquait que c'est difficile d'arrêter la croissance suite à votre question, Monsieur Hénard, parce qu'il y a les propriétaires fonciers qui veulent eux aussi être dans la zone à bâtir. Et donc, si son voisin est devenu millionnaire l'année d'avant, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas lui l'année d'après. Donc, une fois que le cycle s'est enclenché, c'est très difficile d'arrêter. La mise en zone appelle la mise en zone. Donc, c'est les tiers perdants si on applique clairement l'aménagement du territoire.
Vous avez les habitants affectés négativement par les effets de la croissance sur la qualité de vie. Ça, on a eu quelques exemples aussi déjà, affectés négativement par des aspects environnementaux, mais aussi culturels ou identitaires. Les locataires modestes. Si vous avez certes une production de logements supplémentaire, mais si vous avez une croissance qui est encore plus forte, vous avez un risque d'augmentation des prix des loyers. Les villes et les centres ou les régions moins compétitives, ceux-là, on n'en a pas du tout entendu parler, mais si les performances de bulles, elles se font bien au détriment, en partie en tout cas, ce n'est pas un jeu à somme nulle, hein, mais en partie quand même, sur des régions moins compétitives. Bulle va prendre des habitants ailleurs. Si c'est des bons contribuables, ils vont piquer les bons contribuables ailleurs. D'accord ? Dans les agglomérations, on connaît ce phénomène depuis longtemps. Les centres-villes se sont vidés pendant très longtemps, maintenant la tendance s'inverse. Les communes périurbaines aspirant les bons contribuables et les villes se retrouvant avec des déficits en termes de presque de milliards, hein, y compris la ville de Lausanne aujourd'hui. Donc là aussi, on a des tiers perdants, on va dire. Les organisations de développement de l'environnement, les agriculteurs dans les périphéries de ces villes en croissance. Il faudrait faire une analyse du prix du foncier agricole autour de Bulle, mais je ne suis pas sûr que les prix du foncier aient baissé. À mon avis, ils ont plutôt augmenté. Et puis, les cantons et communes contributeurs nets au mécanisme péréquatif. Ça, c'est une discussion qu'il faudra peut-être avoir à la fin. Je ne veux pas insister là-dessus, je n'ai pas le temps, mais on a là une contradiction fondamentale. D'un côté, on met en compétition les territoires, on veut faire l'économie résidentielle peut être un instrument pour développer cette compétitivité du territoire. Puis de l'autre côté, on a un objectif fondamental de péréquation financière entre les régions du pays, entre les communes à l'intérieur d'un canton ou entre les cantons. Et donc là, de ce point de vue-là, les contributeurs nets à la péréquation, si ce ne sont pas des régions qui sont eux-mêmes bénéficiaires de l'économie résidentielle, ils sont tiers perdants. Ils aident les autres à acquérir des moyens d'être plus compétitifs pour venir vous piquer vos propres contribuables. Là, on a un problème. Ça reste très théorique, mais je suis sûr qu'on a plein d'exemples empiriques après. Et puis, alors, du côté des tiers gagnants, on a évidemment les finances communales des communes suburbaines, périurbaines, les finances cantonales des cantons gagnants, les cantons et communes bénéficiaires des mécanismes péréquatifs, les gestionnaires des logements, les régies, conciergeries, contribuables des communes fiscalement compétitives, etc. etc. On voit qu'on a un gros paquet de tiers gagnants. Alors, juste pour terminer sur ce schéma, première remarque, le nombre des gagnants en termes à la fois de quantité, même démographique, de nombre, mais en termes de puissance politique ou de capacité d'influence politique, à mon avis, le nombre des gagnants, il est énorme dans une politique à cette échelle-là. Donc on a beaucoup de gagnants et on a relativement peu de perdants. Et ces perdants, ils sont relativement faibles politiquement. Et puis en plus, pour une part, ils sont situés à l'extérieur du périmètre politique de décision. D'accord ? Donc, ma conclusion, là j'ai fait le schéma, je ne vais pas le présenter. Représenter, c'est simplement les acteurs qui sont ici gagnants-perdants. Je les ai mis dans un tableau, mais ça n'a pas de sens. Et donc, on se retrouve avec une politique ici, a priori peu contestée, car beaucoup de gagnants, peu de perdants. Majorité des groupes cibles sont également des gagnants. Ça, c'est très important. Une politique publique, elle est d'autant plus légitime que, bon, d'une part, on a effectivement beaucoup de groupes bénéficiaires et de tiers gagnants. Mais si même une partie des groupes cibles des politiques publiques, ceux qui sont ciblés pour permettre à résoudre le problème, sont en même temps eux-mêmes des gagnants de la politique, alors là, on a une légitimité politique très forte, parce que c'est une politique qu'on appelle, nous, distributive. La politique, ici, distribue aux propriétaires fonciers des rentes foncières grâce à ce projet de développement local, si vous voulez. Donc on a, comme je l'ai dit, des perdants qui se situent majoritairement en dehors du territoire institutionnel d'élaboration et de mise en œuvre de ces politiques. Et puis les investissements de la croissance sont partiellement autofinancés par la croissance elle-même. C'est ce qu'on appelle en sciences politiques urbaines la machine de croissance, la growth machine. Alors, je reviendrai ici juste après.
Et puis, on a quelque part une collectivisation des investissements et une privatisation des bénéfices par des acteurs centraux de ce que je vous propose d'appeler ensuite des coalitions de croissance ou des régimes urbains de développement, mais avec une redistribution partielle indirecte à une large frange de la population. Donc moi, ça me fait penser, cette situation-là, si vous voulez, à ce qu'en sciences politiques urbaines, des auteurs notamment américains, qui soient soit néo-marxistes, Logan et Moloch, avec leur coalition de croissance, ou bien qui soient pluralistes, donc plutôt libéraux, régime urbain de développement. On est un peu dans une situation comme celle-là, où on a en fait des coalitions politiques qui se constituent ici à la fois de politiciens, d'administration publique, de propriétaires fonciers, de propriétaires immobiliers, de promoteurs, de banques, d'entreprises du bâtiment et du génie civil, des services urbains, les entreprises de transport public, les entreprises d'énergie, les médias, les commerces, les universités, le secteur de la culture, on peut encore allonger la liste, c'est tout que des gagnants à l'intérieur du périmètre de croissance. Si c'est un territoire institutionnel, vous pouvez voir émerger des coalitions de croissance, où vous avez une coalition politique relativement stable sur la longue durée. Aussi bien Logan et Moloch que dans la version Clarence Stone, il a analysé le cas d'Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Il montre que c'est des coalitions qui durent des dizaines d'années. Vous avez une stabilité politique pendant une dizaine d'années parce que vous avez une machine de croissance qui s'enclenche et qui continue à fonctionner aussi longtemps que les acteurs aussi centraux que le politique, les financiers et les propriétaires fonciers immobiliers. C'est un peu le triangle d'or, on va dire, de la coalition, ou le deep core de la coalition, s'y retrouve, et aussi longtemps qu'il y a une redistribution sur les franges plus larges de l'ensemble de la population locale. Et donc, dans certains cas, ces régimes urbains deviennent même ils peuvent devenir des régimes urbains de redistribution sociale. On fait du logement social, on fait de l'aide, on développe les aides sociales, etc. Et tout ça est toujours, malgré tout, le carburant, c'est la mobilisation du foncier. Donc, le rôle du foncier de l'aménagement du territoire est bien central dans toute cette dynamique. Alors, peut-être pour reprendre la question de M. Hénard, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arrêter ce truc-là, puis dire à un certain moment, il faut être raisonnable. Alors, chez Stone, on a des exemples où effectivement des coalitions de croissance se transforment en régime on va dire de stabilisation, et puis on freine la croissance. Mais c'est effectivement, ça prend beaucoup de temps à mettre en place, et il faut en gros que la quantité des perdants devienne suffisamment importante pour qu'il y ait une espèce de contre-pouvoir à cette dynamique de croissance. Nous, on a travaillé sur les stations touristiques. Moi, on a fait le pari. La thèse va être soutenue le 1er juillet par Géraldine Sautier. Je suis dans le jury de thèse. Elle est tout à fait convaincante sur ce truc-là. Même dans une station touristique en Valais, on peut parler d'une coalition de croissance, alors que c'est un cadre d'analyse qui a été développé pour les grandes villes américaines. Parce qu'on a cette dynamique de croissance. Je veux dire, Vaisonna, c'est typiquement ça. Verbier, c'est typiquement ça, etc. Et donc, là, c'est difficile à arrêter parce que le nombre de gagnants est quand même supérieur au nombre de perdants. Et le cercle, si on veut, de redistribution, ou la dynamique de redistribution, implique le maintien de la production de la croissance. Et en fait, tous les acteurs dominants, on va dire, localement, ont intérêt à ça. Alors, je vais, parce qu'il me reste 3 minutes et que j'ai fait la moitié de mon exposé, mais ça c'est normal, donc vous inquiétez, je savais déjà, donc il n'y a pas de souci. C'est un problème ici psychique, mais il n'y a plus rien à faire, donc voilà, ça fait 15 ans que j'enseigne, donc c'est comme ça. Mais le message principal, il a été diffusé. Le dernier point pour répondre à la question, finalement, est-ce qu'on a les moyens finalement de cette redistribution? Je dirais, les principaux enjeux qu'on a dans ces coalitions de croissance, pour que ça marche, et puis ensuite les problèmes qu'on a en termes de redistribution, il faut qu'il y ait une équité de la distribution des gains,
de la croissance entre les acteurs locaux, hein, notamment donc les plus-values foncières, création d'emplois, croissance des différents marchés de biens et services. Donc une condition, c'est quand même qui est aussi, on ne distribue pas n'importe comment. Il y a des clés de répartition de la distribution de la croissance. Il y a une redistribution minimale aux perdants, notamment locaux, parce qu'évidemment, c'est aussi des électeurs. Donc si les perdants locaux votent contre la coalition de croissance, on a un problème. Et non seulement des éventuels perdants en termes éventuellement de qualité de vie ou des pertes écologiques et sociales, identitaires, machin, etc., mais aussi les perdants dans le sens ceux qui n'ont pas fait les gains économiques. Ce n'est pas ceux dont la situation s'est péjorée, mais même y compris les gens dont la situation ne s'est pas suffisamment améliorée par rapport au voisin qui a obtenu plus dans la coalition de croissance. Et ça, ce sont finalement les deux enjeux, je dirais, distributifs et redistributifs principaux. Voilà. Et puis, il y a deux autres enjeux, et je termine là-dessus, je te promets, Olivier. Pour moi, il y a un troisième type d'enjeu redistributif, c'est le décalage entre ce que moi j'appelle, on l'a entendu ce matin aussi avec M. Rumley, les espaces fonctionnels et les territoires institutionnels. Donc, si on parle de redistribution, pour l'instant, les mécanismes de redistribution qu'on a, ils sont entre territoires institutionnels, c'est-à-dire entre communes ou entre cantons. Hein. Or, on a vu, les phénomènes sont à l'échelle fonctionnelle. C'est-à-dire que les gagnants et les perdants du développement se situent non pas dans une commune et dans une autre commune et puis on fait l'échange, mais dans des espaces fonctionnels qui sont souvent dans les périmètres, n'ont rien à voir ou pas grand-chose à voir avec les territoires institutionnels. Et là, on n'a pas de mécanisme de redistribution. Si les gagnants de la coalition sont plutôt aux périphéries du territoire, de l'espace fonctionnel, ce n'est pas avec les instruments du territoire institutionnel qu'on arrivera à organiser la redistribution. Et puis le deuxième problème fondamental qui me semble rester, c'est celui que j'ai déjà évoqué avant, et c'est vraiment la conclusion, c'est que pour moi, il y a une contradiction assez forte entre les politiques de développement résidentiel qui sont fondées sur le principe de la compétitivité des territoires, et puis le principe constitutionnel de solidarité interrégionale et de péréquation financière entre régions riches et pauvres. Et on arrive toujours à la question de savoir est-ce que le fédéralisme helvétique va supporter cette contradiction fondamentale que certains économistes nient, j'ai encore vu l'autre jour dans le journal, mais qui est celle qu'il y a des cantons qui sont contributeurs nets à la péréquation financière fédérale, des cantons qui sont bénéficiaires nets des sommes conséquentes de la péréquation fédérale. Quid lorsque les stratégies de compétition des territoires, d'économie résidentielle, éventuellement d'abaissement des impôts, de fiscalité agressive, sont développées, en toute logique d'ailleurs, et en toute cohérence d'ailleurs, dans les cantons qui sont bénéficiaires nets de la péréquation financière fédérale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contribuable du canton qui est contributeur va financer les outils de la compétitivité du canton qui va venir lui aspirer, ou du territoire institutionnel qui va venir lui aspirer ses contributeurs. C'est un peu exagéré, un peu caricatural, mais sur le fond, il y a quand même bien ce problème, je dirais, de cohérence fondamentale de la chose. On est là, mais dans le monde académique, on le sait exactement, on est en train de devoir, disons, mettre en cohérence deux injonctions fondamentalement contradictoires. Vous êtes en compétition, puis vous devez coopérer. Voilà. C'est le paradoxe. On le vit dans le monde académique depuis très longtemps, puisque Olivier et moi, on est en concurrence. S'il me pique des étudiants, j'ai moins de subventions fédérales. Et puis, de l'autre côté, on collabore dans la recherche et la production du savoir. Voilà. Donc, et puis s'il m'invite, je viens volontiers à Neuchâtel. Donc, voilà. Et je me demande si effectivement, parce que vous avez l'air de dire, dans le fond, il y a une espèce de cercle vertueux quand on vous écoute, on dit maintenant c'est le truc, ça va, un peu comme à bulle, ça va avancer en dépit à l'insu du plein gré des décideurs, mais je me demande si on n'est pas dans certaines circonstances, dans certaines situations, certaines régions, déjà dans un balancier où les poids sont plus équivalents. Alors, bon, je ne dirais pas qu'on est dans une coalition de décroissance, on est dans une absence de coalition, je dirais plutôt.
il n'y a pas de régime, il n'y a pas vraiment de régime urbain, si on veut, à Genève. Il n'y a pas une unanimité autour d'un projet, on va dire, qui fédère l'ensemble des forces à la fois politiques et économiques, je dirais. Par contre, le deuxième élément qui distingue la situation de l'idéal typique, on va dire, du régime urbain, c'est que là, on est aussi dans une configuration territoriale, internationale, transfrontalière, qui est évidemment beaucoup plus compliquée que les cas qui ont servi à l'élaboration de cette idée de coalition de croissance. Donc, on est là dans un cas très particulier qui incite, ma lecture, c'est que ça incite à relativiser l'importance du politique, tout simplement. Genève, il n'y a pas besoin de gouverner. Il y a une rente, il y a un savoir-faire, il y a une localisation du savoir-faire, il y a des secteurs de très haute valeur ajoutée qui sont décidés de s'implanter là, dont les savoir-faire sont implantés ici. Il y a une certaine tradition historique, on va dire, de l'implantation de ces activités qui font que finalement la capacité du politique à vraiment piloter le développement de ces secteurs économiques dans la ville est relativement limitée. Les cantons qui, de par notamment la structure fédérale de la Confédération, n'ont peut-être pas forcément le même rôle et voire la même influence. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Suivant les situations, c'est clair que les autres échelons institutionnels interviennent. Il me semble quand même que l'essentiel de ces politiques ont besoin d'être développées, concrétisées en tout cas au niveau communal ou intercommunal, d'agglomération, on va dire. Mais évidemment qu'elles doivent être, en général, elles sont quand même soutenues par le canton, qui intervient positivement ou pas pour l'émergence de ce type-là de stratégie.